Comment il s'appelle ton pote là qui m'a dit qu'il est chez l'écran? Laurent. Laurent, attention, essuie bien l'écran quand t'as fini. Excuse-moi, fallait que je lui dise. Merci, hein, j'ai pris ça comme un compliment. Non, ça fait toujours plaisir, Ouais, tu sais que t'as regardé, et tu sais que finalement t'es pas qu'un cerveau, quoi. C'est clair. Tu es un corps aussi. Perroqueur, perroqueuse. Tu vas bien? Ça va très très bien. Perroque numéro 24. 24. Si je te donne 3 titres de chansons, est-ce que tu vas pouvoir trouver la connexion? Il y a des chances. Ok, alors... En tout cas, une connexion peut-être. Alors, Jay-Z, 99 Problems. Ok. System of a Down, Chop Suey. Ok. Johnny Cash, Hurt. Elles ont toutes été reprises par Britney Spears. Non, là, j'en sais foutre rien. Il me semble que tu m'en as déjà parlé un jour, mais... C'était pendant un apéro, il était déjà bien entamé. Donc du coup, c'est quoi alors, le rapport, c'est pas Britney Spears. Hein. En fait, c'est la production. C'est le producteur qui est derrière, Rick Rubin. Ah oui, ok, d'accord. Voilà, ok. Alors Rick Rubin, donc peut-être petite photo qui s'affiche, comme vous pouvez voir, il sort un petit peu de l'ordinaire, c'est pas le gars qui est en costard avec les 2 petites cornes qui sortent là avec les dollars. Alors, pourquoi je me suis intéressé à Rick Rubin? La première fois où je l'ai vu, c'était dans le clip de Eminem. Je sais plus c'était quelle chanson, mais il est apparu dans le clip d'Eminem. Et c'est vrai que en général, les gars que tu vois apparaître dans le clip de Eminem, c'est des gars qui sont en featuring avec lui. Le micro il a débandé d'un coup là. J'aime pas quand il parle. J'aime pas Rick Rubin. Ouais, donc je vois dans le clip d'Eminem. Je vois dans le clip d'Eminem et je me dis oh, ok d'accord, un gars comme ça, ok, c'est pas trop c'est qui. Et je le revois quelques temps après, mais il y a quand même des mois qui se passent, hein, même limite je dirais peut-être 1 an, 2 ans. Et je le vois dans une pub justement pour des enceintes. Pareil, ce gars-là chez lui en train d'écouter de la musique. Pareil, je sais pas qui c'est. Et je le revois une fois à l'écran avec les Beastie Boys. Beastie Boys, je suis fan de la musique, mais sans pour autant m'être intéressé à l'histoire, à part savoir qui c'est qui chante et puis qui fait quoi. Et quand tu vois tout ça là, c'est dans quelle période? C'est tous, comment dire, c'est sur des années. Ah, ok, d'accord. C'est sur des années. Et donc du coup, je vois ce gars-là apparaître de temps en temps, sans poser plus de questions. Et c'est la dernière fois en fait où je regardais un documentaire sur YouTube. Donc il était avec Jay-Z, c'était au moment de l'enregistrement de son album où tu avais la chanson 99 Problems. Okay. Et donc il est là, il commence à chanter. Et là, donc tu as Rick qui arrive et qui lui dit et pourquoi tu le ferais pas en acapella au début? I got 99 problems. Et en fait, parce que la chanson du coup devait pas ressembler à ça, il devait y avoir du son derrière. Et donc c'est Rick qui arrive et dit voilà, démarre comme ça. Mais cette chanson-là, c'est vrai qu'elle tape. Et c'est quand même ce moment-là, tu sais, le fait qu'il soit juste avec la voix, pas de musique derrière, rythmé, et après ça démarre, ça a son effet. Et donc c'est au moment où je le vois, où je me dis, attends, le mec il arrive comme ça, il sort de nulle part, et il dit à Jay-Z, pourquoi tu le ferais pas plutôt comme ça? Et l'autre derrière, ok, il ne pose pas de questions, et il fait ça. Et c'est là, du coup, je me suis dit, ok, alors, qui c'est ce Rick Rubin? Internet. Et donc en fait Rick Rubin c'est effectivement quelqu'un qui est là depuis des années. Pour vous dire à peu près l'importance qu'il a Rick Rubin, il a travaillé avec les Red Hot Chili Peppers, il a travaillé avec Lana Del Rey, il a travaillé avec Eminem, il a travaillé avec Kanye West, donc avec Jay-Z, avec Green Day, avec Metallica, System of a Down, Slipknot, Beastie Boys. Et comme vous pouvez voir, c'est que ça va vraiment dans le spectre musical. On a à peu près tout couvert. Donc déjà là le CV il est posé. Le gars il a commencé, c'était dans les années 70. Il monte son premier label, ça s'appelle Def Jam. Hein. Pour ceux qui connaissent un petit peu le rap, Def Jam, pour dire, ils en ont fait même un jeu vidéo. Toutes les pointures du rap sont passées par Def Jam. Enfin, tout ce qui était un petit peu underground, ça passait par Def Jam. Et le mec, il a commencé comme ça, alors qu'il jouait dans un groupe de punk et il écoutait du rap. D'accord. Voilà. Il jouait du punk parce que c'est le truc qui l'a attiré, mais il écoutait du rap parce que ce qu'il appréciait avec le rap, c'était le côté progressiste en fait. Donc c'est quand même un musicien quoi. Bah, musicien, mais même lui le dit, hein, je cite, c'est que moi c'est pas vraiment par rapport à la musique, c'est par rapport à la culture et à l'esthétique. D'accord. Ouais.
Même lui, il se reconnaît pas en tant que musicien. Il a dit, moi, je touche pas un instrument, donc il joue dans un groupe de punk. Je pense qu'il devait avoir des trucs basiques de guitare. Donc même lui se considère pas comme musicien. Lui, c'est prendre les artistes, et c'est pour ça que je parle de Rick Rubin en particulier en tant que producteur, parce que s'il a travaillé avec autant d'artistes, c'est pas que au niveau financier qu'il les a fait fonctionner, c'est au niveau artistique. Ok. Lui, en fait, son truc, c'est de pouvoir prendre un artiste, de pouvoir le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il travaille, et d'être là, en fait, pour l'orienter. Et c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est que ce qu'il va demander aux artistes, et c'est pour ça que, du coup, je suis attiré par ce genre de travail, parce qu'il va aller chercher le minimalisme. Lui, ça l'intéresse pas que tu rajoutes plein de trucs et tout pour que ça sonne bling bling. Ce qu'il veut, c'est que tu ailles à l'essentiel par rapport à toi, ce que tu sais faire. D'où le fait qu'il travaille avec plusieurs artistes différents. Parce que c'est ce qu'il aime bien aussi, c'est le challenge de dire de ne pas rester dans un domaine, alors que tu vas avoir certains producteurs qui vont être plus spécialisés dans le rap, d'autres dans le métal. Lui, comme il dit, c'est même pas vraiment style musical, c'est d'aller voir la personne, l'artiste en lui-même, et d'aller creuser par rapport à l'artiste. Même lui il disait, hein, c'est que même de toute façon, tu vois sur les jaquettes des albums, en général, son nom il apparaît en tout petit. Ah, pareil, il le disait, c'est que lui, en fait, son intérêt, c'est pas d'avoir une influence sur l'artiste. C'est vraiment d'aller chercher ce que lui, l'artiste, a, et pas que ce soit lui. Bon, je t'ai donné l'exemple de Jay-Z, tu vois, par rapport à ce qu'il faisait, mais là, c'est le côté minimaliste. Et par contre, au niveau de l'artiste, au niveau des paroles, au niveau de sa façon de travailler, au niveau de ce qu'il va pouvoir apporter, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est l'aiguiller, le pousser dans cette direction, mais pas être celui qui va le tirer. Tu vois. Ok, d'accord. Et il disait dans un interview, c'est que pour lui, la meilleure production qu'il pourrait faire, ça serait sans rencontrer l'artiste. Tu vois, c'est vraiment... sans rencontrer l'artiste, c'est juste à donner des directives à l'ingé son ou je sais pas qui. Et puis... C'est ça. À la limite que si l'artiste, il y a des trucs sur lesquels il bloque, et ben pouvoir échanger comme ça, mais sans que il y ait ce contact, parce que ben finalement, t'as toujours, tu laisses une empreinte auprès des gens. Donc lui, il essaie vraiment de laisser la moindre possible pour que l'album soit plus proche des artistes que de la production et l'effet qu'elle a dessus. Oui, enfin, au final, il aura quand même toujours son empreinte. Même si elle n'est pas reconnaissable. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que comparé à d'autres maisons de production où eux, par contre, ils vont mettre la pression sur les artistes, aller dans cette direction, parler de ça, oui. Tu vois, ce genre de choses. Je veux dire, dans ce milieu de requins, ça reste quand même peut-être le requin le plus végétarien, quoi. Pour rendre à César ce qui est à César, c'est que lui va vouloir avoir un aspect peut-être, voilà, comme il dit, plus culturel, plus esthétique sur la musique. Mais par contre, après, il s'entoure, lui, d'autres producteurs ou d'autres associés qui, eux, vont avoir un job beaucoup plus technique. Mais je dirais qu'ils vont dans la continuité de son travail. Donc voilà, il joue du punk, il monte Def Jam et ça marche super bien. Il laisse tomber Def Jam parce qu'il a envie de passer à autre chose. Il monte une autre maison de production. Je passe beaucoup d'éléments et j'arrive juste sur des trucs clés, mais voilà, il bosse avec tous ces groupes. Il bosse avec les Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers, il a fait quand même pas mal d'albums avec eux. Très bonne connexion. Après, les Red Hot, tu vois, c'est les mecs de Californie, c'est les surfers. Donc, je pense qu'ils devaient bien s'entendre sur le côté cool. On médite un coup, on fait de la musique. Yeah, let's go, on écoute les Beach Boys. On va enregistrer? Bah non, il y a des bonnes vagues là. En plus, sa maison et son studio sont juste à côté de la plage. Donc, tu m'étonnes que les mecs des Red Hot, t'as envie d'enregistrer avec Rick? Ouais. En 92-93, il y a Johnny Cash qui l'appelle pour lui demander de produire son prochain album. À partir du moment où j'ai connu Johnny Cash, pour moi Johnny Cash avait toujours été une pointure. Mais c'est vrai que quand tu creuses un peu Johnny Cash, bon bah ça a été une pointure dans les années 70, dans les années 60. C'est une légende américaine quoi. Enfin, mais il a eu un coup de... Il y a un moment, bah tu sais, bah il y avait beaucoup de styles musicaux qui sont arrivés, et puis ben Johnny Cash, il était plus forcément premier des ventes, deuxième, troisième, 60e, 100e. Et il y a eu une période difficile pour lui. Et il y a un de ses potes qui lui a dit, mais pourquoi t'appelles pas Rick Rubin? Rick Rubin, c'est le mec qui travaille avec des rappeurs. Tu veux que je travaille avec Rick Rubin? Catalogué celui-là. Non mais le mec travaille avec des jeunes et en général c'est des groupes qui étaient haut en couleur. Donc Johnny Cash, tu vois, Johnny Cash à côté de Beastie Boys ou Red Hot Chili Peppers. Et donc bah finalement ils ont une super bonne relation, ils font plusieurs albums ensemble. Du coup bah l'album que va faire Rick Rubin avec Johnny Cash va gagner un Grammy. Ça va être ses meilleures ventes depuis un album qu'il avait fait en 71, Man in Black, et d'où ça va en découler la reprise de la chanson Heart de Nine Inch Nails.
Ok. J'ai une question. Du coup j'ai entendu, c'est un documentaire que tu as vu en fait? Bah, c'est un documentaire, c'est des interviews. Ah oui, pour ceux que ça intéresse, qui sont intéressés par le rapport production-musique, il a son podcast qui est sur Spotify et sur YouTube. Ça, c'est sûr. Après les autres plateformes, je sais pas. C'est Broken Records. Il a des conversations avec des artistes. D'accord. Que ce soit au niveau musical, production, même juste la vie de tous les jours, quoi. Okay. Oui, et donc je te posais la question pour boucler la boucle. Bouclons la boucle. Quel était le rapport justement entre System of a Down avec Chop Suey, 99 Problems et Hurt? Donc Hurt, c'est une chanson, je pense que cette reprise n'aurait pas eu lieu si s'il n'avait pas poussé Johnny Cash à peut-être dans cette direction de la reprise de cette chanson. Parce que à partir du moment où j'ai su que c'était une reprise, je me suis dit à quel moment Johnny Cash il écoute du Nine Inch Nails, tu vois. Et maintenant que je sais qu'il travaille avec ce gars-là, je me dis il y a peut-être un moment où c'est peut-être lui qui a... C'est intéressant justement de voir l'histoire de cette chanson. Ouais. Le pourquoi de cette reprise, ouais. Donc je me dis déjà cette reprise, il y a peu de chances qu'elle ait existé si à un moment Rick s'était pas dit avec Johnny, je pense qu'on peut faire du bon boulot. Et pareil, Johnny, je crois qu'ils ont fait 2-3 albums ensemble. Ensuite, je t'avais posé la question par rapport à 99 Problems. Ben ouais, effectivement, je pense que cette chanson, elle aurait pu cet impact. Et pour tous les gens comme moi qui sont pas spécialement fans de rap, et quand ils l'entendent, ils se font I got 99 problems for the beach and it's hit me. Et ben on serait pas là aujourd'hui parce que à un moment Rick aurait pas dit écoutez les gars, essayons un acapella, ça peut fonctionner. Pour le dernier System of a Down avec le type Chop Suey, l'histoire est intéressante aussi parce que le groupe bloqué sur ce morceau-là, il savait qu'il voulait faire un morceau en parlant du suicide, okay. Mais il savait pas trop dans quelle direction il voulait aller. Et il se retrouve vraiment bloqué au niveau des paroles. Donc ils sont en production, Rick il voit qu'ils ont des problèmes pour avancer. Il leur propose justement, écoutez, ce soir vous venez, on va tous manger chez moi, ça va vous changer les idées un petit peu. Et donc en fait ils vont manger chez Rick et à un moment il demande à Serj Tankian, le chanteur de System, de l'accompagner dans sa bibliothèque. Il lui demande choisis un bouquin au hasard. Donc Serge il sort un bouquin, il dit voilà prends une page, tombe sur quelque chose et puis tu vois. Et en fait c'était sa manière pour lui d'essayer de le débloquer par rapport à... Enfin de débloquer le souci qu'il avait avec l'avancée dans les paroles. Okay. Et c'est là où il tombe sur ces paroles. Father, into your hands I command my spirit. Father, into your hands why have you forsaken me? Ce qui correspond à ce qui a été dit, j'imagine, dans la Bible. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thee hands I command my spirit. Donc ça l'a débloqué, ça lui a permis d'écrire ses paroles et en fait, pas seulement écrire les paroles, mais savoir que du coup, la chanson ne parlait pas que du suicide, mais la connectait aussi à un aspect religieux. C'est bien, ça lui donne un petit côté gourou aussi. Et c'est pour ça son surnom c'est pas le mage mais c'est un truc dans le style. Parce que justement ils disent le gars super cool, il se promène toujours pieds nus. Mais enfin voilà, par rapport à ces exemples que je t'ai donné, les connexions entre ces chansons c'est Rick Rubin, mais c'est aussi sa façon d'être producteur. Où c'est pas juste être là pour dire les gars vous avez une deadline, il faut y aller, c'est être là pour ok je sens que t'es bloqué, je suis là pour t'aider. Ou je sens que t'es en train de faire quelque chose et je pense que je peux t'aider un petit peu mais il faut que ça sonne comme toi. Et je respecte ça parce que le fait qu'on en parle, tu te dis, tu vois, t'as combien de chansons qui ressembleraient pas à celles qu'on connaît si tu n'avais pas eu quelqu'un derrière qui était là pour réunir tout le groupe et leur dire, les gars, ok, c'est peut-être dans cette direction qu'il faut aller. J'imagine quand même que ça doit pas marcher avec tout le monde. Ça doit être perturbant en fait de travailler avec. Ah non, mais il y en a qui n'ont pas aimé du tout. Hein. Ouais. Par exemple, Slipknot, ils ont fait 2 albums ou 3 albums avec lui et le dernier, en fait, ils n'ont pas aimé. Après, attention, je reprends, c'est que Corey Taylor n'a pas aimé. Par contre, qu'est-ce qu'il a pas aimé? Il a pas aimé en fait, c'est que il était rarement avec eux, il venait, il leur donnait que quelques indications et repartait. Mais tu sais, ça rejoint un petit peu celui qu'il est au final. C'est il essaye de pas avoir une trop grosse empreinte sur les gars et juste venir pour les orienter. Ouais. Et par contre, le guitariste Jim Roots, lui, il a beaucoup aimé. D'accord. Tu vois, donc quand je dis Slipknot, même je me trompe, c'est que même dans le groupe, c'est pas un avis général. Ouais, quoi, ouais. Mais effectivement, après. L'album, il a marché quand même. L'album de Slipknot qui a pas marché. Je crois que en plus, c'était celui où tu avais la chanson Before I Forget. Le premier Grammy qu'ils ont gagné, c'était avec cette chanson. Non, je pense que tout le monde n'est pas fait pour travailler comme ça, mais c'était juste faire la lumière parce que la dernière fois, on avait parlé de Garbage, justement, on avait parlé un petit peu de ce que c'était la production et tout ça.
Et c'est vrai que je voulais parler de ce gars-là parce que je trouve ça sympa de se dire en fait le gars il bosse plus avec la passion que réellement avec l'idée d'un plan de business. Oui. Mais voilà, si vous êtes intéressé, il a un podcast qui est sur YouTube, sur Spotify. Redis son nom. Broken Records. Broken Record. Et le nom du groupe. Rick Rubin. Voilà. Ouais. Yes.